construction. Marie Vazir, à mes côtés, donc de l'APAV, Bureau de contrôle, contrôleur technique, référente régionale Nouvelle-Aquitaine sur les matériaux biosourcés et le réemploi. Et donc l'APAV, la particularité, c'est qu'on a un référent national et 8 référents régionaux qui interviennent directement auprès des agences locales. Si je dis une bêtise, n'hésitez pas à me corriger, hein, évidemment. Et enfin Charles Vernol, qui est également avec nous, de la SOCABAT. Donc c'est la branche expertise de l'assureur SMA BTP. On aura tout à l'heure le plaisir d'accueillir Vanessa et Valérie de la SMA BTP directement, qui nous a accompagnés dans la mise en œuvre de cette journée. Et donc Charles est expert conseil et donc sur la partie études de risque, audit, prévention, expertise, avec le rôle d'orienter la SMA pour savoir comment assurer les chantiers. Tu nous diras précisément quel rôle tu as dans la chaîne de valeur et dans la manière dont on va analyser le risque et accompagner les projets. Donc l'objectif de cette table ronde, c'est de comprendre où est-ce qu'on se situe aujourd'hui et surtout comment les experts ici présents, qui ne sont pas des experts du chanvre, voilà, aujourd'hui on a beaucoup parlé, on avait beaucoup d'experts du chanvre présents, mais l'idée de cette table ronde, c'était justement de ne pas avoir des experts du chanvre ici, c'était plutôt des experts de l'analyse du risque et de la sinistralité. Donc ma première question, elle est justement pour Alain. Combien de sinistres avez-vous constaté, ou à votre échelle, sur des projets livrés en béton de chanvre? Alors, Corentin, je crois que tu m'avais donné quelques minutes, ça va être difficile de faire la liste complète. Non, je plaisante, ça sera rapide. En fait, personnellement, je n'ai eu à traiter aucun sinistre, je m'entends bien, aucun sinistre où le chanvre était ou pouvait être à l'origine de la pathologie. Voilà. Donc j'ai essayé, parce que comme Corentin m'avait posé la question, je me suis dit je vais essayer de rechercher un petit peu. Donc moi je suis donc Alain Castagnaver, cabinet Neoxa qui fait partie du groupe ICSI. Le groupe ICSI, c'est un groupe d'experts indépendants, on va dire généralistes pour ce qui concerne le groupe ICSI, c'est à peu près 450 experts sur le territoire. À l'échelle de ce territoire, donc j'ai essayé de questionner effectivement mes confrères pour savoir si certains avaient été confrontés à des problèmes, à des désordres, donc des sinistres liés au chanvre. Globalement, une fois que j'ai eu les réponses, que j'ai fait le tri, j'ai eu plus de pathologies avec des conséquences sur des enduits, par exemple au chanvre ou autre, que vraiment des sinistres où l'origine de la pathologie était sur le chanvre. Voilà. Donc je suis même allé au-delà, j'ai même questionné la direction technique de confrères et néanmoins concurrents, pour dire peut-être qu'effectivement, comme la distribution, je dirais, des dossiers n'est pas forcément, il n'y a pas de très chez les assureurs, pas forcément, pour certains oui. Je me suis dit, bon, peut-être qu'on n'a pas eu ces éléments-là, où mes confrères n'ont pas répondu, et effectivement, même sur ces confrères, j'ai pas eu beaucoup de pathologies, et surtout, je crois que ce qui ressort de cette recherche, c'est que les pathologies qu'on a pu constater, c'est des pathologies qu'on rencontre déjà sur d'autres matériaux. Il n'y a pas, en tout cas, sur la petite recherche que j'ai pu faire à mon échelle, je n'ai pas trouvé de pathologie spécifique liée à l'utilisation du chanvre dans la construction. Voilà. On va retrouver de la fissuration, enfin des choses que vous connaissez, mais qu'on connaît sur d'autres matériaux et pas forcément d'autres pathologies sur le chanvre en particulier. Et du coup, comment toi tu l'expliques à ton échelle? Est-ce qu'il n'y a pas de risque particulier avec du béton de chanvre? Est-ce que c'est parce qu'on n'a pas encore assez de chantiers? Est-ce que c'est parce que le béton de chanvre est un matériau formidable qui ne présente aucun risque? Est-ce que c'est un peu des deux? Alors, je pense qu'il y a un peu des deux, oui, effectivement. C'est sûr que statistiquement, on le voit à l'échelle d'une entreprise. Une entreprise qui fait 10 chantiers à l'année aura moins statistiquement de désordre qu'une entreprise qui en fait 1000, par exemple. Donc, effectivement, le chanvre, alors il y a des gens qui sont beaucoup plus compétents que moi pour savoir quelle ampleur du marché du chanvre. On a eu des chiffres ce matin, mais effectivement, ça reste encore une utilisation qui reste, je ne sais pas si on peut dire à la marge, je ne veux pas me vexer qui que ce soit, mais effectivement, par rapport à l'utilisation d'autres matériaux qu'on utilise depuis très longtemps, on voit peu de cas. Après, effectivement, personnellement, je vais faire partager j'ai entendu ce matin quelqu'un qui parlait d'isochambre.
À titre personnel, j'ai utilisé le chanvre pour faire une chape pour un rattrapage de niveau sur une grange que j'ai rénovée en 97-98. Je ne sais plus si les travaux étaient faits fin 97, début 98, mais c'est à peu près ça. Donc effectivement, je suis un utilisateur de chanvre depuis très longtemps. Je vois que la filière s'est beaucoup développée depuis, mais voilà, c'était donc là-dessus. Je pense qu'effectivement, c'est un matériau globalement qui rentre bien dans la construction. Merci. Alors on a pris le sujet par la fin, c'est-à-dire qu'on a questionné la question du sinistre pour se dire quel résultat on obtient. Bon, pour l'instant, pas de sinistre. Marie, sur la partie bureau de contrôle technique, vous intervenez à différentes phases des projets, à la phase étude, à la phase chantier. Vous, de votre côté, quels sont vos principaux points de vigilance, à quoi vous êtes vigilante pour satisfaire aux exigences contractuelles des règles pro, notamment? Nous, la première question, ça va être de savoir si on est en technique courante ou non courante. Ça, c'est notre principal point clé. Donc du coup, vu qu'on a des règles pro, alors là, c'est que sur les cloisons actuellement, parce que on l'a vu ce matin, il y a eu des difficultés pour faire tout en même temps. Mais du coup, sur les techniques, sur les cloisons, les murs, etc., on est en technique courante. Donc nous, on n'a pas de contre-indication, on va dire, à l'utilisation de ces matériaux-là. Après, là où on va se poser des questions, ça va être sur les techniques non courantes. Donc du coup, si par exemple, il y a l'ITE qui va être mis en place, etc., là, nous, on va prévenir notre client, parce que c'est notre rôle quand même, à la base, c'est de prévenir notre client qu'il peut avoir des risques, parce qu'il est en technique non courante, et que du coup, il faut qu'il prévienne son assureur, il faut qu'il prévienne l'ensemble de ses intervenants sur le fait que du coup, il va y avoir une technique non courante. Et après, pour la technique non courante en chambre, j'estime qu'il n'y a pas grand risque actuellement parce qu'il y a des anciennes règles pro qui existaient et qu'on peut se référencer à ces règles pro quand on étudie nos dossiers. Donc le chanvre, pour moi, c'est pas une problématique plus que ça dans notre métier de contrôle technique. Charles, sur toi de ton côté, donc, à quel niveau de la chaîne de valeur tu te situes? Enfin, juste redis-nous, parce que donc j'ai parlé de Socabat, j'ai parlé de SMA BTP, le lien entre les deux. Donc tu es expert, conseil et assureur, double casquette. Toi, justement, quel est ton rôle là-dedans et quels moyens tu utilises pour justement faire ce travail d'analyse de risque pour apporter la meilleure réponse aux clients de la SMA BTP? Alors, bonjour à tous. Donc chez Socabat, c'est un GIE de la SMA BTP, donc on va dire qu'on est le service technique de la SMA BTP. Et on a 3 casquettes. On a une casquette expertise, que ce soit dommage ouvrage ou responsabilité décennale. Une casquette d'assistance technique à la SMA BTP, que ce soit à la souscription ou sur des sinistres également. Et après, on va avoir une dernière casquette qui va être celle de faire de la prévention. Donc là, aujourd'hui, on est là. Alors sur la partie expertise, juste très rapidement, moi personnellement, je n'ai pas eu de retour particulier lié à de la pathologie sur du béton de chanvre. C'est un petit peu de la même manière, il y a eu des conséquences sur le béton de chanvre, mais pas forcément, le béton de chanvre n'était pas forcément lié à la cause du désordre. Pour la partie qui nous intéresse principalement, donc la partie étude de risque, audit, nous on va intervenir principalement, mais comme les contrôleurs techniques, on va essayer d'identifier déjà quelle va être la technique qui va être utilisée. Donc est-ce qu'on est sur la technique courante ou non courante, encore une fois. On peut s'appuyer évidemment donc, sur les règles professionnelles des parois verticales, donc tout ce qui va être cloison, doublage, etc. et murs. Donc on s'y réfère. Quand on va analyser un risque, on reprend les règles professionnelles, on essaie de voir si la technique qui va être utilisée est bien conforme aux règles professionnelles ou pas. Et puis on va s'inspirer de ce qu'il y a dedans. Hein. Donc on va regarder si l'entreprise est formée et le concepteur également, hein, le maître d'œuvre. S'il y a bien une formation par construire en chambre, par exemple. Donc si on a l'attestation de réussite du stage de formation. On va regarder également si le produit utilisé est bien labellisé ou pas. Donc on va faire une analyse un petit peu globale, donc à la fois sur la conception, le respect des règles, le matériau, la compétence et l'expérience aussi
de l'entreprise ou du concepteur, voir comment est montée aussi l'opération, c'est important. Est-ce qu'il y a un assistant maîtrise d'ouvrage, est-ce qu'il y a un contrôleur technique? Donc voilà, on essaie d'avoir une vision un peu générale sur soit l'opération qui se lance, soit l'activité que souhaite avoir l'entreprise qui va réaliser du béton de chambre. Et alors, on a quand même une crainte, et d'ailleurs on fait aujourd'hui un colloque et on cherche à rassurer les assureurs. Pourtant on est en train de dire qu'il n'y a pas de sujet, on est en technique courante pour toute une partie de notre marché. Alors pourquoi on craint encore aujourd'hui, d'après vous, alors la question s'adresse peut-être à tous les trois, pourquoi aujourd'hui on craint une sinistralité plus importante avec les biosourcés qu'avec les matériaux conventionnels? Alors, il y a la question de la technique courante, et puis aussi au-delà, sur les techniques non courantes. Pourquoi on a encore ces idées reçues, ou en tout cas ce besoin de venir apporter des justificatifs et de venir rassurer? Peut-être Alain? Bon, je me lance. Je pense que, comme beaucoup de biosourcés, on a déjà des a priori tenaces. L'esprit collectif fait qu'on a toujours... peut revenir aux trois petits cochons avec les maisons successives. Voilà, le chanvre, ça reste végétal. Est-ce que ça rentre dans la chaîne de la construction? Je pense que, bon, c'est peut-être avec l'auditoire qu'on a ici, c'est peut-être déplacé, mais je pense qu'il y a encore des gens, effectivement, qui ont ces idées. Je pense que, voilà. Il y a, du coup, dans la suite, il y a effectivement toute la partie formation des constructeurs, de l'architecte effectivement à l'entreprise, en passant par tous les BET, contrôleurs techniques, enfin tous les intervenants dans l'acte de construire. Je pense qu'effectivement, plus les gens seront formés, informés, plus cette technique pourra être utilisée. Voilà, les principaux freins qui me semblent rester là-dessus, il y en a d'autres, hein, mais voilà, déjà sur l'esprit, je pense que effectivement, à partir de, plus ça se fera, plus on aura d'exemples, plus on verra ces techniques-là, plus potentiellement on pourra déployer la construction en chambre. C'est vrai que le référentiel aussi, je pense que plus les référentiels vont être aboutis, et plus il y aura de la fluidité, à mon avis, dans l'accompagnement, même si aujourd'hui, le béton de chambre, il n'y a pas de contre-indication à aller réaliser du béton de chambre, hein. Mais c'est vrai que les référentiels, plus ils vont être construits et des domaines d'emploi vastes, plus l'accompagnement sera facile. En 2024, donc on a les règles professionnelles qui ont été validées par la C2P, donc concernant les parois verticales. En revanche, il reste du coup les enduits à base de chanvre, tout ce qui va être isolant en toiture et isolant en sol, qui aujourd'hui ne sont pas validés par la C2P, donc ils repassent dans le domaine de la technique non courante. Et donc, il faut être vigilant pour les entreprises d'aller déclarer la technique non courante pour être certain d'être bien accompagné par l'assureur. Voilà, c'est quelque chose qui est important. Et donc justement, à ce sujet, on en a parlé très rapidement ce matin, enfin très rapidement, non, on en a parlé ce matin. Vous, quel référentiel aujourd'hui vous utilisez pour justement aborder ce sujet? Soit d'une entreprise qui intègre cette prestation dans son offre de service et qui faisait déjà de l'application de biosourcés, ou alors une nouvelle entreprise qui cherche même à intégrer ces nouveaux procédés dans son offre de service. Comment vous analysez ce risque-là au regard justement du référentiel qui a évolué? On va s'appuyer donc sur le référentiel existant et en l'absence de référentiel validé par la C2P, on va repartir sur les règles professionnelles de 2012 qui vont malgré tout être un point d'appui pour essayer d'identifier si l'entreprise ou l'opération suit bien les prescriptions qu'il y avait dans ces règles professionnelles. Donc c'est vraiment, on cherche à avoir des référentiels le plus aboutis possible pour pouvoir accompagner au mieux les entreprises et puis les concepteurs et les opérations. Côté bureau de contrôle, peut-être aussi pour compléter, est-ce que vous êtes plus vigilant avec le béton de chanvre et les biosourcés qu'avec des solutions conventionnelles? À partir du moment où on a un référentiel, on va traiter les choses de la même manière. Après, le sujet, pour répondre à la question par rapport aux freins, les freins qui peuvent exister, il y a malgré tout en fait là, ce dont je vous ai parlé depuis tout à l'heure, ce dont on parle, c'est que
le cadre normatif pour la partie structurelle, on va dire. Après, il ne faut pas oublier qu'il y a le cadre réglementaire avec les exigences, notamment sur la résistance au feu, et la réaction au feu, etc. Et donc ça, c'est des éléments, enfin il y avait l'acoustique d'ailleurs dont on a parlé tout à l'heure, ça peut être des éléments qui peuvent être des freins parce que des fois on n'a pas forcément les bonnes réponses, du coup avec des matériaux biosourcés ou pour répondre à ces exigences. Donc c'est principalement dans les ERP, on va dire, où il va y avoir plus de sujets et peut-être des choses particulières à faire, bien qu'après, globalement, sur de l'ERP, si on prend des parois qui sont coupe-feu 2 heures, on n'a pas de problématique particulière. Hein. Si on monte sur du coupe-feu 3 heures ou du 4 heures, c'est vraiment qu'on est sur des projets particuliers et voilà, c'est des exceptions. Et donc tout à l'heure, il y avait la question qu'Arthur a soulevée dans son mail, où voilà, le contrôleur technique effectivement émet une réserve à un endroit. Est-ce que ça doit complètement... enfin, parfois la représentation qu'on peut avoir, c'est que le contrôleur technique, l'assureur arrive avec une somme de contraintes. C'est une caricature que je dresse volontairement. Nous, on a plutôt envie de passer le message, et c'est un message qu'on a envie de passer aujourd'hui, c'est qu'on a plutôt c'est plutôt une équipe qui permet d'accompagner le projet, qui permet de mieux comprendre dans quel cadre on se situe. Quelle réponse on peut apporter justement à ça? Enfin, toi, qu'est-ce que tu peux apporter comme élément de réponse? Déjà, de mon point de vue, la première des choses, c'est quand on veut faire du biosourcé, qu'on veut passer sur des techniques non courantes ou qu'on ne sait pas trop encore, il faut d'abord penser en conception à prévenir dès le départ le bureau de contrôle. Parce qu'en fait, si vous vous lancez dans un projet, que vous mettez du biosourcé, vous vous dites super, on a tout ficelé, maintenant on va choisir notre bureau de contrôle. Le bureau de contrôle, il va arriver avec une problématique que vous n'aviez pas anticipée. Il va vous dire, bah là, il faut que ce soit coupe-feu 2 heures. Là, il faut qu'il y ait ça comme exigence. Vous allez être bloqué, du coup vous allez dire, ah bah les contrôleurs techniques, c'est des empêcheurs de tourner en rond, ils sont pas gentils, tout ça, on connaît. L'objectif, c'est vraiment de nous prévenir en amont pour qu'on puisse limiter ces risques-là. Et nous, notre objectif, c'est de prévenir le maître d'ouvrage d'éventuels aléas techniques sur ces ouvrages. Donc notre objectif, c'est d'aider aussi la maîtrise d'œuvre sur ces points de vue-là. Et c'est pour ça qu'on est là. Et après, nous, à la PAV, vous l'avez dit tout à l'heure, on a un réseau qui est bien identifié. On a un référent national qui a d'ailleurs travaillé au niveau des règles pro-paille et qui discute encore avec la filière paille. Et après, on est 8 référents régionaux pour essayer justement d'aider au maximum en local nos contrôleurs techniques, nos collègues, pour qu'ils puissent répondre à des projets comme ça. Qu'ils ne soient pas directement comme le mail de tout à l'heure, à dire non, on n'en veut pas, c'est hors de question. Voilà, on essaye d'avoir une logique de dire que bah oui, effectivement, le biosourcé, c'est intéressant d'en mettre dans la construction, c'est intéressant d'aller sur ces sujets-là. Et du coup, comment on peut aider pour ne pas être forcément un frein, mais plutôt un facilitateur aussi avec les maîtriseurs. Merci. Une question aussi qui s'adresse peut-être à tous les trois, avant de prendre des questions dans la salle. Est-ce que vous auriez chacun un conseil à donner à une entreprise qui souhaiterait se lancer dans le béton de chanvre, intégrer le béton de chanvre dans son offre de service? Quel conseil vous donneriez-vous de votre place finalement d'expert du risque? Moi je dirais bien se former. Ce serait je ne vais pas en donner un deuxième, mais je vais rester sur bien se former. Moi je dirais, en tant qu'expert généraliste, on arrive donc en général quand ça ne va pas, on ne nous appelle jamais quand ça va. Donc vérifier ce que vous avez souscrit comme assurance, qu'on soit en technique courante ou non courante. Effectivement, c'est un problème d'assurabilité, mais vérifiez bien parce qu'effectivement, derrière, quand le sinistre est là, ça peut coûter très cher et quand on a face à un assureur, compliqué. Dans le doute, autant demander. Marie, un conseil? Moi, un conseil au niveau des entreprises, pas vraiment, parce que moi je travaille plus, on va dire, avec la maîtrise d'œuvre, en amont avec l'équipe de maîtrise d'œuvre, mais il faut bien anticiper tous les sujets et prévoir que si on est en technique non courante, il faut vraiment prévenir en amont toute l'équipe et avoir une équipe de maîtrise d'œuvre, d'entreprise et de maître d'ouvrage qui soit conscient de l'engagement qu'ils doivent avoir tous sur une technique non courante. Merci. Il y a aussi, oui, effectivement, la question de l'accompagnement. On en a parlé très rapidement tout à l'heure. Et puis, la filière, elle est aussi là pour ça. Enfin, c'est un message que j'ai envie de passer de ma place. C'est que pour intégrer ce type de service en tant qu'entreprise, il
faut s'appuyer sur l'existant. Enfin, je pense que ça fait aussi partie des choses importantes. Arthur, on va en parler tout à l'heure, tu le fais toi aussi à ton échelle, en accompagnant les entreprises qui se forment au terre-chanvre et en accompagnant les chantiers. Voilà, on a aussi chacun une place à prendre dans cette chaîne de valeur. Donc n'hésitez pas à solliciter aussi les filières, la filière nationale, la filière régionale, qui dialoguent ensemble, qui sont qui cherchent à être le plus au point possible sur ces sujets-là. Parce qu'on on voit bien que embarquer l'équipe, c'est un peu, on pourrait avoir ici une maîtrise d'ouvrage, une entreprise, un architecte, on pourrait avoir toute la chaîne de valeur représentée sur l'estrade. Je pense que le message commun, en tout cas, c'est vraiment celui-là, se former, dialoguer, se garantir que les projets se passent bien, c'est les prendre le plus en amont possible. Je pense que c'est aussi un message à transmettre. Peut-être qu'on peut vous donner la parole. Est-ce que vous souhaitez réagir à des choses qui viennent d'être dites, ou des exemples concrets de projets? N'hésitez pas, là, on a un parterre d'experts disponibles pour répondre à vos besoins. Oui, Benoît. J'arrive. Merci. Benoît Duret, Ultra Construction. Je voulais juste vous apporter un exemple de stigmatisation que nos produits peuvent subir. On a organisé avec Champ Nouvelle-Aquitaine, à mon initiative, une journée main à la pâte dans le Médoc au mois de juin cette année, dans un écolieu en Gironde. Et figurez-vous qu'on a projeté de la terre allégée, et la commission de sécurité a refusé de délivrer un avis favorable, je crois que c'était à l'automne, sur ce site, parce qu'il y avait de la moisissure sur le terre-chanvre. Sur le placo, on ne se pose jamais la question, s'il y en a, il peut y en avoir dans certains cas. Sur ce cas-là, tout est bloqué parce qu'il y avait de la moisissure qui s'est développée sur le terre-chanvre. Donc c'est pour mettre en lumière qu'on se pose des questions sur ces matériaux biosourcés qu'on ne se pose pas sur des matériaux beaucoup plus conventionnels. Peut-être sur l'aspect moisissure, juste pour revenir en arrière sur la présomption de responsabilité qu'il va y avoir sur les constructeurs, elle repose sur deux critères, c'est la loi Spinetta, et donc c'est l'atteinte à la solidité de l'ouvrage, et ce sont les dommages qui vont générer une impropriété à destination. La moisissure, alors en fonction de là où elle est localisée, évidemment, mais de la moisissure à l'intérieur d'un logement peut être interprétée comme de l'impropriété à destination potentielle, et donc relever de la responsabilité décennale des entreprises, etc. Voilà. Juste un petit... En l'occurrence, sur un chantier terre-chanvre, je pense que 2/3 des chantiers terre-chanvre, quand ils sont projetés dans des périodes humides, développent une petite couche de moisissure. On attend qu'elle sèche, on la brosse et c'est terminé. On fait globalement la même chose avec du placo. Quand on coule une chape, qu'on ramène beaucoup d'eau dans le logement, d'autant plus qu'on les fait de plus en plus étanches, on se retrouve régulièrement avec des surprises, avec des développements de moisissure rapides et importants. Donc on laisse sécher, on nettoie et on repeint. Devant. Ils sont pas sympas, ils font courir. Ouais, c'est clair. Et après, il y aura Quentin en haut là. Moi j'avais une question pour vous, assureur. Donc on a bien compris que pour les bureaux de contrôle, il y avait ce système d'un référent national qui pouvait en référer à des référents régionaux. Est-ce que vous, d'une part, c'est une méconnaissance de ma part, comment est-ce que à la base vous êtes formé au métier de la construction, et du coup, in fine, comment est-ce que vous êtes formé au biosourcé, à ce que ça implique? Alors les matériaux biosourcés, au sein de Socabat, on a un référent national qui est le référent biosourcé, et après on peut suivre des formations éventuellement ponctuelles. Alors on n'a pas suivi la formation construire en chambre, donc on est des experts généralistes, et après on n'a pas de formation normalement spécifique pour le biosourcé. On va avoir des réunions techniques, des retours de pathologie éventuellement, donc ça on peut en avoir, mais on n'est pas forcément formé spécifiquement sur cette technique en particulier.
Du coup, la deuxième question qui suit, c'est ça, c'est qu'on parlait ce matin d'avoir la nécessité d'avoir des retours d'expérience, et c'est effectivement en se trompant qu'on apprend le mieux. Donc est-ce qu'il est envisagé qu'il y ait des échanges plus matérialisés, plus personnels sur ces retours d'expérience et ces retours de sinistre, parce que... Alors après, je ne suis pas un spécialiste du chanvre, ça a été introduit comme ça. Je pense qu'effectivement, peut-être avec l'AQC qui centralise les pathologies, qui a un rôle effectivement pour essayer de répertorier les différents types de pathologies, c'est peut-être par là qu'il faut passer pour avoir des exemples. Je ne sais pas si, Corentin, Damien, si vous avez des choses là-dessus, vous avez forcément des contacts avec l'AQC, oui. Oui, alors donc pour cette partie de retour d'expérience sur les sinistres, alors malgré qu'on ait dit, je l'ai dit ce matin, qu'on n'avait aucun sériel de sinistralité, peut-être vous auriez pu expliquer ce que c'est le sériel de sinistralité et de la sinistralité, le petit désordre. Le retour est qu'on doit démontrer au travers du REX qu'il n'y en a pas. C'est pas parce que nous on indique qu'il n'y en a pas. C'est du langage, mais quand on aura le REX, on aura, je pense, eu le maximum de retours. Et on aura des choses positives, on retrouvera des avis favorables. Oui, en tout cas, les rapports que j'ai pu voir de l'AQC, j'ai rien vu sur le chanvre ressortir de manière flagrante. Clairement là-dessus, encore une fois, j'ai pas cherché à cibler forcément sur le chanvre, mais il n'y a pas de pathologie qui sortent. Alors quand on parle de sériel, effectivement, un sériel c'est un sinistre récurrent qui revient sur un type de produit ou un process et qu'on retrouve sur plein de bâtiments. Voilà, pour juste apporter une explication sur le sériel. Voilà. Alors le retour aussi CDP, c'est que donc siège, parmi les 15 membres, il y a 5 sièges qui sont au niveau des assurances. Donc après, il reste 2 autres professionnels, Filiance et puis la Fédération des industries. Donc ça veut dire que les assureurs ils sont bien au courant de tout ce qui se passe, quoi. Donc là, ce qui est remonté du national, c'est qu'il n'y a effectivement pas de sériel de sinistralité. C'est leur métier, mais je crois que vous aurez des représentantes de la SMABTP sur la prochaine table ronde qui seront sûrement mieux répondre que nous. Et un petit complément concernant la formation. La formation concerne tous les acteurs. On a parlé de formation pour les applicateurs, on parle de formation pour la maîtrise d'œuvre, mais la maîtrise d'œuvre au sens large. Donc ça va concerner à la fois bien sûr les architectes, les prescripteurs, mais également des maîtres d'ouvrage qui ont envie de bien concevoir, et puis aussi toute la chaîne de valeur, et pourquoi pas aussi, je dirais, celle de l'assurance technique. Ça peut être intéressant, des contrôleurs techniques évidemment, sur cette formation de maîtrise d'œuvre, construction en chanvre, qui est bien particulière, et qui permet de mieux appréhender l'ouvrage en conception, et bien sûr anticiper derrière les désordres en réalisation. Voilà. Si je peux compléter, du coup, à la PAV, on est déjà tous formés, tous les référents aux règles ProPal. On a une formation spécifique par rapport à notre métier. Et l'objectif l'année prochaine, c'est de faire celle sur le fond. Voilà. Ça complète. Eh ben, super. Merci. On montera une session en Nouvelle-Aquitaine pour. Ouais, au moins 8 stagiaires à l'intérieur. Et on fera une rallonge pour faire une formation de terre-chambre comme ça avec un ça sera parfait. Je crois que Quentin avait une question. Pardon. Il y a un complément, Christophe ou... Quentin, et puis après Christophe aura une question. Tu peux continuer à courir un peu. Bien, j'ai aussi une question de formation pour le coup. Vous, en tant que contrôleur technique, quelles seraient vos réticences à valider des projets qui auraient été faits sur chantier, c'est-à-dire des formations, un chantier où on fait une formation. On forme l'entreprise et son premier chantier, et on veut assurer ce chantier. Alors, je pense que j'ai pas compris la question. C'est la question d'un chantier école, c'est ça? Si Ouais, un chantier ok. école. Une entreprise qui n'est pas école. formée, qui veut se former, mais qui veut se former sur chantier parce qu'elle a eu en formation, elle n'a pas le temps. Elle a un client qui demande, elle voudrait faire le chantier et se former en même temps. Alors, là, pour le coup, c'est un peu compliqué. Parce que, du coup, dans le cadre de nos vérifications, si par exemple on parle des règles pro-chanvre, dans les règles pro, on dit qu'il faut faire la formation. Donc,
si on valide une technique courante, mais qu'en même temps on n'a pas le justificatif de formation, on est un peu... Enfin, c'est pas très logique, quoi, si vous voulez. Donc, du coup, s'il y a des acteurs dans ce projet qui accompagnent et qui sont formés, et qu'il y a une autre entreprise en formation, pourquoi pas? Parce qu'il y a un binôme, il y a un échange entre les deux. Si c'est juste une entreprise qui, comme ça, n'a pas envie de faire la formation et a décidé de faire du change, bah non, notre réponse, ça va être plutôt non que oui. Je sais pas si j'ai répondu à la question. Ouais, pour compléter, je pense qu'il faut absolument pas vendre de la formation dans ce cas-là. Hein. C'est-à-dire qu'une entreprise qui ne sait pas faire, il faut qu'elle se forme dans un autre cadre. Et typiquement, je prends le cas d'une entreprise que j'ai formée à Lyon, là, en fait, c'est un archi qui voulait rénover un presbytère, il ne trouvait pas d'entreprise. Il a proposé à la boîte de maçonnerie avec qui il travaille souvent de se former au Tarchamp pour prendre le marché. Et donc j'ai formé l'entreprise dans son local, dans son dépôt. Et après, elle peut prendre le marché. Éventuellement, je peux revenir sur le chantier réel pour l'aider. Mais par contre, ça ne peut pas être le premier chantier, c'est juste pas possible. En termes même, ne serait-ce que d'avoir la décennale, en fait, de discuter avec son assureur, c'est pas possible. Je pense que ça, c'est sur le côté formation, il faut vraiment faire attention à la formation en situation de travail. Parce qu'en fait, une formation a des objectifs pédagogiques, mais pas d'objectifs de réalisation. Et sur un chantier, tu es payé pour une réalisation. C'est incompatible en fait. Et à l'issue de la formation et du chantier, il y a une question de responsabilité. Hein. Qui prend la responsabilité? Est-ce que c'est le formateur? Est-ce que c'est l'entreprise? Donc attention. Christophe, tu as une question, c'est ça? C'était une question pour M. Vergnol. Du coup, vous avez parlé des règles pro. Donc il se trouve que j'ai la propage, j'ai le prochange, je fais de la boîte, je fais de la terre, je fais du terre-change aussi. Et comment vous vous positionnez par rapport au guide de bonne pratique? Parce que vous avez évoqué les règles pro. Souvent, c'est plus compliqué. Tout à fait. Ben, on va classifier déjà, c'est un référentiel qui est en technique non courante. En revanche, après, on peut s'appuyer dessus pour bien voir qu'est-ce qui est réalisé, est-ce que c'est conforme au guide des bonnes pratiques, et ça peut permettre de normaliser un risque. Alors, on peut être en technique non courante, mais c'est pas pour ça qu'on n'est pas suivi par l'assureur et qu'il n'y a pas un accompagnement. Hein. Donc, en guide des bonnes pratiques, c'est de la technique non courante, mais après, si on suit bien le guide des bonnes pratiques, il peut y avoir un accompagnement avec un risque normal, etc. Et une tarification. Après, c'est du cas par cas. Je ne peux pas donner de généralité sur le suivi du guide des bonnes pratiques. C'est déjà. C'est toujours mieux de déclarer le chantier. Il faut impérativement le déclarer. On est en technique non courante, donc ça n'est pas garanti dans le contrat de base. Donc voilà, si on suit les guides des bonnes pratiques, il faut évidemment déclarer en amont à l'assureur le plus tôt possible. On en parlera juste après avec Vanessa Valéry, justement, de toutes ces subtilités. Est-ce qu'il y a d'autres questions, d'autres remarques? Oui, allez-y. Bonjour. Donc, vous intervenez en tant qu'expert technique de la SMA BTP, qui est le premier assureur du bâtiment. Quand il s'agit notamment de décennale, toutes les entreprises n'ont pas leur assurance à la SMA BTP. Est-ce que pour favoriser ces techniques biosourcées, est-ce qu'il y a possibilité de prendre en fait des modules pour la partie biosourcée à la SMA BTP, monsieur? Parce que c'est pas tous les assureurs de la place. Alors déjà, vous interrogez au sujet. Si on veut démocratiser ce genre de technique, il faudrait qu'il y ait un assureur qui puisse offrir une option aux entreprises. Alors là, ce sont mes collègues qui vont répondre à la prochaine table ronde à cette question sur le volet vraiment activité et contrat. Savoir si on peut prendre une seule activité chez un assureur. Je ne suis pas sûr que ce soit possible. Hein. Et je les laisserai répondre à la question. On a réquisitionné la moitié de l'équipe de la SMA BTP. Ils se sont bien organisés, on les en remercie. Je vais vous répondre de suite. En fait, on ne peut pas prendre un module biosourcé chez un autre assureur. En fait, c'est votre, je ne sais pas où est la personne. C'est l'assureur de base, en fait, votre assureur actuel. Il faut lui indiquer que vous faites du biosourcé, il va vous proposer une mesure d'accompagnement. Et la SMA BTP va accompagner ses sociétaires en place sur le biosourcé, mais il ne va pas aller essayer de capter à la concurrence des entreprises qui font
du biosourcé. C'est pas pour le moment, en tout cas notre directeur technique que j'ai vu la semaine dernière, c'est pas le discours qui tient du tout. Et c'est pas du tout l'intérêt de l'assureur. En fait, l'assureur accompagne ses sociétés en portefeuille. D'autres questions, d'autres remarques? Bon, on est en train de gentiment amorcer la transition vers la seconde table ronde. Non, Damien, c'est bon. Je crois que tu voulais intervenir. On aura des questions pour la deuxième table ronde, mais il n'y a pas de problème. Merci beaucoup de votre disponibilité et de